riche ou pauvre, ça peut vous arriver. Si je suis là comme maintenant, c'est parce que j'y crois. Et vous savez, moi, il y a eu un moment, j'avais envie de mourir, disons. J'ai tenté 2 fois de me suicider. Heureusement, je me suis loupé. Croyez, il n'y a rien de foutu, la vie n'est pas terminée parce qu'on se retrouve à la rue, hein, loin de là. Hein. Au contraire, bon apprendre à vivre. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue, c'est Rendez-vous avec la politique une nouvelle fois. Aujourd'hui, on reçoit l'écologie au programme avec Olivier Longeon. Olivier Longeon, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, on va parler bien évidemment des élections qui auront lieu dimanche pour ce second tour. Oui. Et on va surtout parler d'écologie et on est bien parti puisque je vois que votre liste s'appelait Le temps de l'écologie. C'est cela. Alors, on a également aujourd'hui la chance d'avoir du soleil, ça fait plaisir. Juste avant de commencer, comment vous avez traversé ces 2-3 mois de... Je ne vais pas dire de galère, mais de crise, de pandémie. Comment ça s'est passé chez vous ? Alors, si c'est chez moi, à titre personnel, ça a été un bon moment puisque mes 2 enfants qui sont étudiants ont été d'astreinte à domicile, ce qui permet d'avoir passé 2 mois tous ensemble alors qu'on les voit de moins en moins parce qu'ils font pour au moins un des études loin. Donc c'était de ce côté-là un bon moment, d'autre côté un moment plus difficile, mais je pense que comme cela a été pour tout Français, c'est quand même tout Français, presque même tout citoyen mondial, parce que pratiquement tout le monde a été confiné. Ça a été un moment quand même où on voit moins de gens, où on peut moins faire ses courses, où on peut moins aller se promener. Donc c'est un moment, certes, on pourrait dire introspectif, où on réfléchit à soi, mais ça peut avoir des moments difficiles, comme pour tout le monde. Moi, je suis inquiet de la sortie du confinement pour tous les citoyens, en fait. Hein. Je me dis, comment certains l'ont vécu, certains dans des espaces très petits, dans des espaces pas du tout confortables, mais même des gens qui l'ont vécu dans des espaces confortables ressortent quand même avec des traces de ce confinement. Psychologiquement, c'est compliqué. Psychologiquement, c'est compliqué. Ils n'ont pas forcément envie de retourner au travail. Il y a on dit que le marché des antidépresseurs a été multiplié par 4, que l'alcool se vend de plus en plus. Il y a des patrons de bars qui disent plus 150%. C'est même inquiétant parce que il faut pas quand même que ça tourne à un vrai malaise, quoi. Il faut sortir de ce malaise, quoi. Les gens quelque part ont été 2 mois chez eux et ils attendent une chose, c'est les vacances, parce qu'ils attendent de sortir de ce mécanisme. Sachant qu'on reparle fortement d'un retour du virus, même s'il n'est pas parti. J'avoue qu'on parlait aussi d'inquiétude, mais la première précaution, c'était aussi de ne pas choper le virus. De ne pas tomber malade, surtout. Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens avaient le sentiment qu'on les avait privés de liberté, mais en fait, on voulait quand même les protéger à la base. Hein. Oui. Alors nous, par exemple, on voit parce que actuellement, on n'a pas pu refaire une campagne normale pour le deuxième tour des municipales. On ne peut pas aller faire du porte-à-porte, distribuer des tracts partout, etc. On a fait pas mal de téléphones, de phoning, comme on dit, et on voit des gens qui étaient en bonne santé, qui n'ont pas trop d'inquiétude, des jeunes qui n'ont pas été votés de peur du coronavirus. Donc des gens qui sont normalement pas trop sensibles qui en théorie n'étaient pas sensibles, mais ils avaient vu les images d'Italie, ils avaient vu un petit peu les images de la Chine, parce que la Chine nous a sans doute largement menti sur le résultat. Et ils étaient en situation d'angoisse. Et aujourd'hui, en discutant, d'ailleurs même quand même, parce que maintenant beaucoup de gens sont ressortis, on discute avec les Stéphanois, les Stéphanoises, on voit des gens qui ont une inquiétude aujourd'hui qui ne l'avaient pas avant. C'est quelque chose d'un peu surprenant. Et ce qui est un peu surprenant aussi, c'est que toute cette semaine-là, quelques jours avant les élections, le deuxième tour, on n'arrête pas de parler de la deuxième vague, on n'arrête pas... Là, je viens d'entendre qu'en Allemagne, ils allaient reconfiner en Rhénanie, il me semble. Oui, il y a une ou 2 villes. Oui. Donc, on ne va pas aller voter tranquillement encore. Donc, on risque d'avoir pas un super taux d'abstention, mais un très, très fort taux d'abstention encore. Alors, nous, on est dans la crainte d'un très fort taux d'abstention. Il parlait de 62% d'abstention, j'ai vu. Hein. Oui, donc moi, je pense que c'est ce qu'on va à peu près avoir. Ce qui, d'ailleurs, fausse quand même les élections, parce que le résultat, on voit qu'on n'a pas fait voter tout le monde. Hein, mais bon, on se contentera du résultat qu'il y aura. C'est, comment j'allais dire, c'est quand même un deuxième tour différent du premier tour. Le premier tour, il y avait vaguement des gants, il y avait vaguement du gel hydroalcoolique, il y avait des stylos qui étaient distribués. Là,
on peut dire tout le monde a reçu son masque. Même si certains, comme le maire de Saint-Étienne, ont promis des masques le 9 avril, le 10 avril, toutes les mairies annexes devaient être ouvertes et chacun devait pouvoir récupérer ses masques. Et on a vu que les masques sont arrivés dans les pharmacies le 29 mai, beaucoup plus loin. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tout le monde a son masque. Tous ceux qui veulent aller voter avec des masques peuvent le faire. Tous ceux qui veulent aller voter avec des gants peuvent le faire. Il y aura du gel hydroalcoolique si tout est respecté dans les normes. On aura la distance. Tout le monde fera attention à respecter la distance. Moi, j'ai vu, par exemple, en faisant le tour des bureaux de vote lors du premier tour, qu'un certain nombre de personnes étaient moins inquiets. Donc, si à certains endroits, on avait plié les rideaux dans un coin pour pas les toucher, si on avait aligné les stylos au bord de la table pour que chacun puisse prendre un stylo sans toucher celui de l'autre, etc., il y a des endroits où c'était pas du tout ça. Donc là, globalement, je pense que on aura des mesures qui feront qu'on sera dans de bonnes conditions pour pouvoir voter. Et on prendra pas plus de risques à aller voter qu'à aller faire ses courses tous les jours, comme des dizaines de gens le font. Entre parenthèses, pendant le confinement, on aurait pu laisser les marchés ouverts et ça aurait été beaucoup moins risqué, selon moi, que d'envoyer tout le monde en supermarché ou en hypermarché. Pourquoi, à votre avis, les marchés à Saint-Étienne ont été fermés alors qu'on aurait, vous l'avez dit, pu peut-être les faire sous une forme différente et dans d'autres villes, il y a eu des marchés qui n'ont jamais été arrêtés. Pourquoi cette différence de traitement entre les villes ? Parce qu'on a laissé le choix au maire et que notre maire a voulu faire semblant d'être celui qui allait sauver les Stéphanois en interdisant les marchés. Ceci dit, les Stéphanois ne sont pas dupes. Ils ont très bien vu que pendant ce temps, on nous enfermait tous dans des supermarchés ou des hypermarchés ou quelques magasins de quartier. On voit très bien que quand on est sur un marché, on pouvait respecter la distance des 1 mètre, faire une entrée, faire une sortie. On pouvait très bien avoir une distance par rapport à l'étal du marchand qui nous servait, et ce n'était plus nous qui nous servions. D'ailleurs, il y a eu des organisations, bon an, mal an, enfin, plus ou moins bien faites, de distribution, comme celle qui a été faite par exemple sur le parking des Ursules, où on pouvait prendre contact avec des marchands, des maraîchers, et puis commander et aller chercher. Quand on regarde l'organisation de ce qu'il y avait aux Ursules, c'était presque un marché. Il suffisait de dire il n'y a pas besoin de réserver et les gens y viennent et ils font la queue parce qu'on a fait la queue. Et puis c'était réglé. En fait, le maire a voulu dire moi je protège la santé des Stéphanois, je suis pas un inconscient, je m'occupe de tout le monde et tout. Mais pendant ce temps, il envoyait tout le monde en supermarché, les uns derrière les autres à la caisse. Et il faisait prendre beaucoup plus de risques à des caissières que les maraîchers qui étaient sur la place des Ursules. Si Olivier Longeon était le maire, il aurait fait comment ? Moi, j'aurais maintenu les marchés, je l'ai demandé tout de suite. On a été d'ailleurs plusieurs de gauche et écologistes à le demander. Avec des barrières, avec des policiers pour surveiller les 1 mètre de distance, comment on faisait ? Oui, on avait les barrières pour clore, si on peut dire, les marchés. On avait 2, ce qu'on appelle les rubalises, les rubans pour mettre à distance de l'étal. On avait des marchands, si on se cantonnait aux marchands ou aux revendeurs, mais strictement d'alimentation, on voyait qu'on avait beaucoup plus de place sur les marchés parce que sur les marchés, il y a aussi tous ceux qui vendent de la biblioterie, etc., qui prennent de la place. Donc, on pouvait avoir de la place pour laisser de la place à tout le monde. Et la queue, on pouvait la faire à l'entrée du marché exactement comme ça a été fait à certains endroits. Et puis, les gens seraient rentrés les uns derrière les autres. Entre parenthèses, il n'y avait pas de police pour contrôler qui rentrait ou qui sortait. Moi, je vois par exemple aux Ursules, le maire a fait faire le travail aux gens qui s'occupent de la gestion des marchés ou des commerces. Il ne l'a pas fait faire à la police municipale, qui aurait pu aussi d'ailleurs intervenir. Après, je comprends qu'un certain nombre de policiers n'aient pas tous été mis en première ligne, façon de parler. On aurait pu avoir une infection d'un corps entier de police et se retrouver sans police et avoir peut-être d'autres problèmes. Donc c'était normal d'étaler aussi les personnes qui venaient assurer la sécurité. Très bien, alors on va repartir dans l'ordre chronologique. Comment est née cette liste Le Temps de l'écologie pour le premier tour ? Parce que je vous avoue, là encore une fois, j'ai été un peu surpris parce que je me souviens vous avoir rencontré il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi et vous étiez tous ensemble, vous étiez sur la même ligne de départ pour créer un Saint-Étienne demain commun. Et puis après, la liste, elle est partie en 2. Donc, est-ce qu'on peut revenir à l'histoire de cette liste qui... Oui, c'est quelque chose qui est assez fréquent, je veux dire, qui a été d'ailleurs fréquent en France. Il y a eu une liste de gauche dans laquelle il y avait le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical de gauche et à côté un rassemblement d'écologistes. On l'a vu dans des dizaines de villes en France. Cela a permis aux Stéphanois de faire un choix, si on peut dire, de doser l'effort qu'ils voulaient faire dans telle ou telle direction.
On a une liste qui va faire 2 tiers, 1 tiers. La liste Saint-Étienne demain de deuxième tour pour ce dimanche 28 juin, elle a 2 tiers de personnes issues de Saint-Étienne demain, liste de gauche avec le Parti socialiste, le Parti communiste, des citoyens, des gens du Parti radical de gauche. Et elle a 1 tiers de gens qui sont issus de la liste que je conduisais, le temps de l'écologie réunissant différents partis écologistes de la Loire et de Saint-Étienne. Ça a permis à des gens qui, par exemple, à des Stéphanois, des Stéphanoises, qui participent aux marches climat, qui participent au rassemblement des coquelicots pour demander moins de pollution, ça leur a permis d'exprimer complètement leur voix, de dire que pour eux, l'écologie est une notion, est une idée politique qui devrait être prise de plus en plus en compte pour gérer la planète. On est à un moment, alors vous m'arrêterez, parfois si on me lance, je suis un peu long. On est à un moment, on est à un moment de dérèglement climatique très important. Les écologistes l'avaient annoncé depuis très très longtemps. On avait dit on va vers une surpopulation de la planète. On a de plus en plus de pollution qui est rejetée. On a de plus en plus de gaz carbonique qui est rejeté dans l'atmosphère, ce qui crée ce réchauffement climatique. On voit la température monter, on voit la glace fondre. On a dit ça depuis très très longtemps. On arrive quand même à un moment où déclaration après déclaration, on voit que finalement, déclaration internationale après déclaration nationale après déclaration internationale, on voit que finalement, on ne va pas assez vite dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc pour nous, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'une ville, elle doit s'inscrire dans tout ce qui peut être fait, et Saint-Étienne au premier titre, pour lutter contre le dérèglement climatique. Et puis une ville, elle doit comprendre qu'il va faire de plus en plus chaud et qu'on doit adapter la ville pour les citoyens qui vont y rester. Saint-Étienne a beaucoup de retard, énormément de retard dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est pour ça qu'une liste était là pour le rappeler, pour permettre aux Stéphanois qui voulaient l'exprimer de l'exprimer. On avait l'impression un peu, cette liste écologique, au premier tour, qu'elle était un rassemblement de gens, pas de gauche justement, de citoyens qui venaient du centre, de droite et de gauche. Et là, en fusionnant tout de suite avec Pierre Courbon, on a l'impression que vous revenez tout de suite à gauche. Comment ça se fait? Comment on explique ce positionnement? Alors d'abord, pour nous écologistes, l'écologie c'est quelque chose c'est une nouvelle notion qui est plus importante, en termes de réflexion que la gauche. Mais c'est pour ça que vous allez y trouver beaucoup de gens de gauche. Dans l'écologie, vous allez trouver des notions d'égalité, des notions sociales, des notions de démocratie qu'on retrouve typiquement à gauche et qu'on retrouve très très rarement à droite. Et puis, vous allez trouver en plus cette notion d'écologie, de lutte contre le dérèglement climatique. Moi, j'ai souvent tendance à dire la gauche s'est renouvelée au travers de son histoire. On pourrait dire un grand moment de la gauche, c'est peut-être 1789 et la Révolution française. Et puis, au 19e siècle, il y a des intellectuels de gauche, comme par exemple Victor Hugo, qui se sont battus contre l'esclavagisme et qui ont obtenu en 1848 l'abolition définitive de l'esclavage, qui se sont battus après contre la peine de mort, qui se sont battus pour les droits citoyens, et pour l'éducation pour tous. Ce sont, dans l'histoire de la gauche, il y a des moments de débat. Le nouveau débat qui renouvelle la vie politique, c'est celui de l'écologie. Et c'est là où on est en train d'entrer, et c'est là où une liste d'écologistes a son importance, avec des villes qui, évidemment, sont peut-être plus sensibles et nous ont placés devant la gauche dite classique. Ça veut dire que les gens qui étaient dans votre liste au premier tour, qui ne vous suivent pas, ne sont pas de gauche? Ah ben, c'est plus ou moins, pour les 2 ou 3, c'est plus ou moins ce qu'ils ont informé. C'est plus ou moins ce qu'ils ont formulé, plutôt. Bon, c'est comme ça qu'ils l'ont du moins traduit. Moi, je pense que c'est une erreur. Mais après, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, oui. Ça veut dire un peu que vous étiez adversaire. Après, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut dire en politique, parce qu'on n'a pas les mêmes idées, mais on n'est quand même pas adversaire. Ça veut dire que vous étiez contre un peu la politique de M. Perdriau, et des gens qui étaient chez vous appellent à voter Perdriau au 2e tour. Donc là aussi, on a du mal à comprendre. Alors je sais bien que sur les réseaux, on met l'étendard à le retour des socialo-communistes pour faire peur à tout le monde, mais j'ai du mal à me positionner. Mais là, on y reviendra, parce que les En Marche et les LR sont ensemble maintenant. Donc c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Donc pourquoi c'est spécifique à Saint-Étienne d'être écologiste et d'être à gauche, ou alors c'est quelque chose de national et j'ai raté une marche? Alors nationalement, on voit typiquement que l'écologie fait
des accords avec la gauche. Alors, la ville de Lyon, l'accord a été fait avec la liste Parti socialiste et puis la liste de la France insoumise, enfin d'une partie de la France insoumise. À Grenoble, l'accord a été fait dès le premier tour. J'ai vu qu'à Lille aussi. À Montpellier. À Lille, ils se battaient tous pour faire Alors, à l'écologie. À Lille, c'est un peu ça, oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu, pour moi, l'ancien monde contre le nouveau monde. Mais... Et ce qui se passe à Saint-Étienne, c'est purement l'ancien monde contre le nouveau monde, puisqu'on a vu un certain nombre de personnes, dont certains, on les croyait à la retraite, se regrouper autour de Gaël Perdriau. Gaël Perdriau, on a vu ce qu'il a fait pendant le précédent mandat. Il a commencé par supprimer la piste cyclable qui était prévue et financée sur la rue Bergson. Il a commencé par rouvrir le centre-ville aux voitures. Il s'est battu pour la 45. Quand certains aujourd'hui me disent qu'ils rejoignent Gaël Perdriau parce qu'il aurait compris l'encyclique du pape Laudato Si, l'encyclique du pape, je ne suis pas catholique, je ne suis pas, je dirais que je suis agnostique, mais enfin j'ai lu l'encyclique du pape. Le pape, il parle d'égalité sur la planète, il parle de soucis de pauvreté, et il parle énormément de dérèglement climatique. Une autoroute, c'est tout ce qui fait le dérèglement climatique. Donc, suivre un maire parce qu'il défend une autoroute, c'est complètement anti-écologique. D'ailleurs, c'est le dernier pratiquement dans cette région. C'est presque. Il est pourtant pas si vieux que ça, et pourtant on dirait que c'est un dinosaure de ce côté-là. C'est les dinosaures qui défendent l'autoroute paient à leur âme, mais petit à petit, on les voit qui disparaissent. Mais c'est un autre monde. Je comprends bien la différence entre l'écologie et l'économie sur ce terrain-là, mais quelle est la réponse qu'on apporte à tous ces gens, encore une fois, sur les réseaux sociaux, qui vous disent qu'ils en ont ras-le-bol de rester 1 heure dans les bouchons pour aller à Lyon ou pour revenir à Saint-Étienne? Quelle solution on leur amène concrètement? On leur dit que bientôt, il y aura une fusée qui les amènera à Lyon en un quart d'heure? Non, mais sincèrement, parce que moi, je comprends. Moi, c'est facile dans mon canapé de me dire je suis contre la 45. Mais ça ne bouge pas. Alors, mais quand je vais à Lyon et que je suis coincé, je me dis, je comprends les gens qui vivent ça tous les jours, quoi. Alors, moi, ce que je dirais sur la 45, plusieurs choses pour y revenir. D'abord, l'immense majorité des Stéphanois ne nous parle pas de la 45. Parce que l'immense majorité des Stéphanois, et c'est heureux, travaillent plutôt sur Saint-Étienne et sur l'agglomération stéphanoise. À la limite, ils nous diront c'est bloqué à tel ou tel endroit, mais ils nous parleront finalement pas énormément de la 45. Deuxièmement, il existe des solutions alternatives qui fonctionnent déjà, qui sont le train. Si ce n'est que Laurent Wauquiez, qui n'est autre que l'ami de Gaël Perdriau, a supprimé 1/3 des liaisons TER entre Saint-Étienne et Lyon. C'est lui ou la SNCF? C'est lui. Et pour Parce que c'est la région qui paye et qui dit à la SNCF, je veux qu'il y ait des trains qui roulent. Donc c'est à lui, président de région, d'aller. Nous, quand moi j'ai été conseiller régional dans une majorité de gauche et écologiste. Moi, j'étais responsable de cette liaison ferrée. Alors, premièrement, nous avons consulté les usagers très régulièrement parce que c'est eux qui ont l'expérience d'usage et qui savent ce qui fonctionne pas, et ainsi de suite. Nous avons consulté les syndicats pour savoir ce qui marche. Nous avons consulté l'entreprise SNCF. Nous avons vu des choses qu'on pouvait améliorer. Et par exemple, quand on a placé 4 liaisons directes, quand on place un direct entre Saint-Étienne et Lyon, c'est simple, c'est offrir à certains Stéphanois qui le prennent de faire Saint-Étienne centre-ville Château-Creux à Saint-Étienne Pardieu, à Lyon Pardieu en 42 minutes. Aujourd'hui, sans arrêt, sans rien. Voilà. Ça c'est la première base. La deuxième base, c'est que ceux qui font des arrêts sur la ligne, qui font Saint-Étienne, Rive-de-Gier, etc., et ben ça allège leur train. Puisque ceux qui vont directement à Lyon, ils ont pris le train qui va directement à Lyon, et ils n'ont pas pris ce train qui s'arrête. Donc globalement, on donne plus de confort aux usagers. Qu'est-ce qu'a fait Laurent Wauquiez quand il est arrivé? La SNCF lui a dit « Oh, mais ça coûte cher, c'est compliqué, etc. » Laurent Wauquiez a dit « Bon, allez, d'accord, on supprime ces trains. » Je donne un autre exemple. Les petits givors, ce qu'on appelle les petits givors. On avait, aux heures de pointe, installé des trains qui s'arrêtaient à tous les arrêts entre Givors et Lyon. Ce qui permettait au train de Saint-Étienne d'aller plus vite sur la gare de Perrache. En gros, 50 minutes entre Saint-Étienne et la gare de Perrache. Laurent Wauquiez a supprimé les petits givors. Conclusion, tout le monde est debout dans les petits givors, dans le train Saint-Étienne et Givors-Perrache. Et ensuite, on a rajouté 10 minutes, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 50 minutes entre Saint-Étienne et Perrache, on met maintenant 1h01. Voilà le résultat de Laurent Wauquiez, soutenu par Perdriau. Je ne l'ai jamais vu une seule fois dire quoi que ce soit, alors que globalement, il a toujours défendu la 45.
C'est-à-dire que au lieu de s'occuper de l'existant, de l'amélioration de l'existant, de l'amélioration des liaisons ferrées, de se poser la question avec les usagers, il défend un projet qu'il est tout seul à défendre, c'est l'ancien monde. Troisième chose que je voulais dire sur cette liaison, et on l'a vu pendant les grèves, et on le voit aujourd'hui avec le télétravail. On peut télétravailler. On n'est pas obligé d'avoir des déplacements subis pour aller travailler. Beaucoup de gens de Saint-Étienne vont travailler à Lyon, mais beaucoup vont travailler dans la Plaine, ou des gens de la Plaine viennent travailler à Saint-Étienne. Il y a plus de gens qui viennent travailler à Saint-Étienne que de gens qui pourraient travailler, c'est-à-dire qui sont en âge de travailler à Saint-Étienne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chômage à Saint-Étienne, mais simplement, il y a des allers-retours dans l'agglomération et il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Saint-Étienne. Posons-nous la question des espaces de coworking, des plateformes de travail qui permettraient aux gens de travailler en télétravail, de télétravail à domicile. Ça n'empêche pas que les gens viennent travailler dans leur entreprise 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine selon leurs besoins. Il existe des lois sur le télétravail depuis des années qui imposent d'ailleurs à toutes les collectivités locales d'avoir le maximum de jours de télétravail. Personne ne les applique. Alors là, on a vu les conséquences des grands open space, parce que là aussi, on a cherché à économiser au maximum. Donc, il n'y avait plus un bureau individuel ou des bureaux pour 2 personnes. Il n'y avait plus que des grands open space. Tout le monde les uns sur les autres dans un bruit pas possible. Tout le monde était en souffrance au travail. Bon, on voit le résultat. Tout le monde est chez soi et la mécanique économique déraille. La solution, c'est une partie du télétravail. Juste une remarque, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis, je l'ai entendu. Le télétravail, c'est très bien. Mais si vous pouvez faire votre travail de chez vous sur un ordinateur, dites-vous bien que... Plein de gens ne peuvent pas, il y a des Indiens ou des Chinois qui pourront le faire à un tarif beaucoup plus bas dans l'avenir. Alors, il y a quand même des barrières de la langue, il y a des barrières de la distance, il y a énormément de barrières. Les plateformes qui vous appellent toutes les 10 minutes pour vous vendre quelque chose au téléphone, ils sont à l'autre bout du monde et ils parlent en français. Il y a aussi des plateformes, d'ailleurs on a l'exemple à Saint-Étienne, il y a des plateformes à Saint-Étienne, il y a des plateformes à Rouen, il y a un très grand centre d'appel à Rouen. On a encore des possibilités. Ça veut dire qu'il faut parce que je vois que c'est le slogan aussi, on ramène le travail chez nous. Mais bien sûr. Ça fait partie de l'écologie aussi, ramener le travail chez nous. Mais nous, on a toujours dit taxe carbone sur les produits qui viennent de très loin. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit « Ah, mais moi, je vais m'occuper de ce qu'on appelle la TVA circulaire ». La TVA circulaire, c'était se poser la question d'avoir une TVA progressive. Plus les produits viennent de loin, plus la TVA est haute. L'idée, c'est de relocaliser. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devienne tellement cher de transporter les choses qu'on se dise « Mais peut-être qu'on pourrait relocaliser ». C'est pas un double tranchant ? Si les autres pays font pareil, on vend plus nos produits. Ah, mais on vendra moins de produits et eux, on achètera plus de produits fabriqués ici. C'est un équilibre. Mais on l'a vu, et je vais même pas attaquer, parce qu'on a vu les masques avec la Chine, mais un des premiers fabricants d'insuline du monde, je crois que c'est la Suède ou le Danemark, c'est du style, c'est 2/3 de l'insuline dans le monde. Mais est-ce qu'on peut dépendre totalement j'allais dire même une panne au Danemark, un réacteur nucléaire qui explose et qui fait que l'usine à côté doit s'arrêter, et on n'a plus d'insuline dans le monde? Enfin, il y a quelque chose qui n'est absolument pas logique dans ce monde-là. Mais si vous voulez parler effectivement du gaz carbonique qu'on rejette et donc de l'effet de serre qu'on développe. Si vous voulez qu'on parle des choses pas logiques, on peut faire une sacrée liste. Mais sur tous les sujets, on se demande comment on en est arrivé là quand même. Et pourtant, on a eu des politiques compétents qui ont fait des grandes écoles. Peut-être qu'on n'a peut-être pas assez les petites écoles, justement. Mais pour certaines choses qui sont arrivées, ça fait des années qu'on le dit. Quand on dit il faut arrêter de consommer de la viande d'animaux sauvages, voire d'avoir des élevages d'animaux sauvages n'importe comment pour consommer de la viande. Donc vous êtes content de savoir qu'on va manger de la viande mexicaine bientôt alors? Non, pas du tout. Et en plus d'ailleurs, parce que même pour eux, c'est une... Comment dire, il y a beaucoup d'endroits où il y a une désertification provoquée pour pouvoir avoir ce bétail. On fait miroiter à des paysans des choses qui fonctionnent absolument pas. On marche vraiment sur la tête. Oui, on marche sur la tête. Ceci dit, la viande mexicaine a marqué un pas quand il y a eu un énorme boycott de McDonald's dans les années 80 ou 90 aux États-Unis, parce que ils avaient déjà commencé et ils ont eu un tel boycott qu'ils avaient reculé. Et donc, quel est le juste milieu entre une écologie, allez, on va dire modérée, on va pas parler d'intégrisme, et une économie là aussi modérée? Est-ce qu'il y a un point où on peut se raccrocher les deux? Oui. Alors parce qu'il y a les intégristes des deux côtés, donc c'est toujours difficile de discuter avec tout le monde. Alors d'abord, j'ai une voiture. Par contre, j'en ai qu'une effectivement pour 4 personnes adultes qui peuvent conduire. Elle fait moins de 10 000 km par an. Je pourrais d'ailleurs très très bien avoir une voiture partagée. Voilà un exemple. Il y a plein de gens qui en ont. Et ça s'est développé à Saint-Étienne. On les voit marquées. Elles sont marquées Cities. Donc il y a des solutions sans être intégriste complètement. C'est pas le retour à la bougie, l'écologie. C'est plutôt quelque chose d'équilibré. Par exemple, quand on dit développer le biologique dans l'agriculture,
c'est une multiplication par 3 des emplois dans l'agriculture. Quand on dit développer les énergies nouvelles, c'est pareil. C'est pour faire autant de kilowattheures dans les énergies nouvelles que dans certains procédés polluants, eh bien, on a plus d'emplois créés. Donc, globalement, c'est plutôt du développement. J'ai entendu que la voiture électrique n'était finalement pas vraiment la solution au niveau écologique. Vous en pensez quoi là-dessus aussi? Alors, la question qui est posée, c'est une bonne question, c'est qu'effectivement, d'abord, il faut des batteries. Donc, il faut quand même fabriquer, les etc. produire, les recycler. On continue de faire des voitures. C'est-à-dire qu'on continue de fabriquer une tonne et demie de métal, de circuits intégrés, de tout ce que vous voulez, de mousse pour les fauteuils, etc. Alors que si chaque citoyen mondial avait une voiture, en fait, il y aurait peut-être même pas assez de matières premières pour que chaque citoyen en ait une. Donc, effectivement, continuer dans la voiture, chaque fois qu'on pourrait éviter la voiture, c'est mieux. C'est un peu ce qui vient d'être décidé, et ça fait des années, c'est un règlement européen qui n'avait jamais été appliqué par la France, quand on décide d'arrêter de desservir des villes en avion qui sont déjà desservies par un TGV plus rapide ou tout au moins tout aussi rapide. Ce qui d'ailleurs, la décision qui vient d'être prise par le gouvernement pour Lyon-Paris, alors je vais en oublier, Lyon-Nantes, Lyon-Lille. J'ai vu Lyon-Bordeaux aussi. Lyon-Bordeaux, c'est une décision, mais c'était une évidence. Comment dire, c'est presque plus confortable en TGV parce que on n'a pas besoin de sortir de la ville, d'aller prendre un avion à un endroit, on passe pas 1 heure à se préparer, on monte directement dans le train, on va plus vite, on est plus reposé, on a vu le paysage français, on a moins pollué et quelque part on a moins développé on a moins développé le dérèglement climatique. Enfin, tout était logique dans cette décision. Le Parlement européen avait pris la décision sous forme d'une directive, c'était toujours pas appliqué en France. Et en France, qu'est-ce qu'on a? On a un Gaël Perdriau qui court après son aéroport de Saint-Étienne en disant un jour, on va réouvrir la liaison Saint-Étienne-Lyon. Alors que on est en 2h50 de TGV, on est à Paris. C'est une ligne qui n'a jamais été rentable en plus. Hein. Oui. Alors peut-être quand il n'y avait pas de TGV, je sais pas. Oui, mais c'était. Peut-être dans les années 50. Il y avait très peu de personnes qui l'empruntaient, ça coûtait très très cher. Sans doute, ça coûtait très cher, je pense. Ben justement, vous avez fait une transition. Je vous ai vu avant les élections. On a parlé du transport gratuit. Vous étiez pas convaincu. Vous me disiez comment on va le financer. Monsieur Courbon a mis ça en avant. Oui. Comment on se met d'accord là pour le transport gratuit? On n'est pas d'accord encore ou alors on trouve un point d'accord? On a trouvé le point d'accord. D'ailleurs, la globalité de notre projet, comment je dirais? Gratuit la journée, payant la nuit? Alors, je vais vous expliquer. On a pris nos 2 projets et on a pris le meilleur des deux et quasiment tout le projet de chacun et on en a fait un nouveau projet. Nous, au moins, on a, si on peut dire, écouté ce que disaient les Stéphanois et changé nos projets en fonction de ce que disaient les Stéphanois. Gaël Perdriau, il n'a absolument pas fait le rassemblement, il est resté tout seul. Et pourtant, il a failli être élu au premier tour. Donc, il a peut-être la bonne politique. Avec 25% de participation, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Toujours est-il que nous, ce que nous avons toujours dit, c'est priorité à l'amélioration du réseau de transport en commun. Pierre Courbon a dit priorité à l'accessibilité au réseau de transport en commun en faisant la gratuité. Mais il y a un moyen très simple, c'est de dire en premier, on fera l'amélioration sur place et on ira en direction de la gratuité du transport en commun. Et une de nos propositions est d'avoir compris que le centre-ville souffre énormément, qu'il a souffert pendant cette période de confinement, qu'il y a des commerces qui peuvent sauter. Et c'est pour ça qu'on dit, dès l'été, dès que nous sommes élus, donc le 28 juin, c'est l'élection, mettons le 29 juin, donc c'est le lundi, on se met au travail. Et on se met au travail pour faire la gratuité des week-ends à Saint-Étienne, dès le plus tôt possible, quoi. Dès qu'on puisse, on aura eu le temps de se réunir, surtout le samedi, et prendre la décision. Parce que le dimanche à Saint-Étienne, il n'y a pas grand monde. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut se poser la question du dimanche, comme on peut se poser aussi la question du vendredi. J'allais vous dire. Ouais, mais effectivement, la priorité, c'est le samedi, on est bien d'accord. Et là, on a maintenant les moyens de le financer. Mais on a les moyens de le financer, oui. Sur le fonctionnement. Et est-ce qu'on est obligé d'être totalement gratuit ou on peut pas faire payer un tout petit truc parce qu'il faut quand même que les gens ils aient quand même la sensation qu'il y a un petit quelque chose à payer, qu'on participe à la société? Mais alors, parce que c'est vrai que quand on vous dit qu'on ira progressivement, le tout gratuit, ça devient bizarre maintenant, je trouve aussi, vu de mon côté. Parce que même moi, j'ai accès à des choses que je paye pas, je suis gêné. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Oui. Alors, beaucoup de gens vous diront, si c'est gratuit, ils vont tout casser, etc. Bon. Mais c'est déjà le cas. Donc, quand on regarde le bilan de Dunkerque, c'est pas en fait là-dessus que ça se joue. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, en fait, quand on se déplace d'un point à l'autre dans une commune, l'important, c'est la rapidité et le confort.
Et peut-être le bien-être aussi. Le bien-être, etc. Et ce qu'on voit, c'est que le transport gratuit, par exemple, sur un achat, si on a un achat à faire à 100 ou 200 mètres de chez soi, on peut prendre ses pieds, ses jambes et y aller. Parfois, certains prendront leur vélo, etc. Quand on a vu que la gratuité des transports allonge la distance entre le domicile et le lieu d'achat et monte en gros cette distance à 800 mètres. Donc, globalement, c'est plutôt positif pour développer le centre-ville. Donc c'est positif Et donc, pour le commerce. et c'est positif pour le commerce, c'est positif pour la pollution de l'air, etc. Donc globalement, c'est une bonne proposition. On reste dans les transports. Et alors, vous me disiez quid d'une petite partie de gratuité, etc. Bon, pour l'instant, on n'envisage pas la gratuité totale. On verra progressivement, on ira. D'accord. On reste dans les transports. Le vélo à Saint-Etienne, est-ce que c'est possible ? Oui. Parce qu'on a un relief qui est quand même assez compliqué. Alors, Et puis l'hiver, il fait froid. Donc, comment on... Non, mais c'est vrai. Moi, je vais vous poser des questions concrètes. D'accord, mais moi, je voulais donner des réponses concrètes. Transpirer l'hiver sur un vélo et on prend la crève. Ouais. Et pédaler fort quand ça monte, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le vélo ? Est-ce que le vélo a une chance à Saint-Etienne ? Même si Saint-Etienne est la ville qui a quasiment inventé le vélo. Alors, Saint-Etienne a été la capitale du vélo, il ne faut quand même pas l'oublier. 2, vous prenez des photos, des images de la sortie de Manu France dans les années 1920. Il n'y a que des vélos. Il n'y a que des piétons et des vélos. Donc, il y a bien des gens qui avaient quand même... ils avaient à peu près la même constitution que nous. Ils faisaient peut-être sans doute un petit peu moins de sport organisé. Donc, c'était peut-être leur sport et c'était peut-être pas si mal. Vous m'avez eu là-dessus. Je vais aller plus loin. Le froid. On voit... Moi, j'habite par exemple rue Docteur Charcot. On voit très bien quand il y a de la neige. On voit des traces de vélo quand on ne voit pas le vélo. Mais on voit les traces de vélo dans la neige. Donc, il y a quelqu'un qui est passé par là. Quand il y a eu la grande vague de froid il y a 2 ou 3 ans à Lyon, ils avaient des mesures qui étaient les mêmes qu'à Grenoble. Ils avaient parfois plus de 1000 vélos à la journée sur une piste cyclable, alors qu'ils faisaient parfois moins 10, moins 12. Et les gens continuaient sur leur vélo. Donc apparemment, ils y arrivaient. Vous dites, vous allez faire du vélo, vous allez transpirer. Mais un des dispositifs à avoir quand on sait que les gens arrivent de loin à vélo, eh bien c'est pour des grandes entreprises. On peut aussi développer les douches à l'arrivée, et ainsi de suite. Ça fonctionne très très bien dans tout un tas d'agglomérations qui ont décidé ça pour leurs administrations, à Marseille, à Aix, à Nice. Pas forcément parce que les gens forcent sur leur vélo, mais parce que déjà il fait chaud. Donc on sait quand les gens ils arrivent, ils ont chaud. Donc déjà il y a ces possibilités. Pour Saint-Etienne, il y a la possibilité pour les collines, pour un certain nombre de personnes, d'acheter des vélos électriques. Alors nous, on a fusionné nos 2 projets. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on proposait un parc de vélos de location, un parc électrique de vélos de location. Pourquoi ? C'est qu'on voit que les gens, quand ils ont testé le vélo électrique, ils ont tendance à le garder. Ils retrouvent la mobilette ou le Solex, si on peut dire. Je comprends bien. Ils ont tendance à se dire, c'est bon, allez, je m'y mets, et voilà. Et après, certains ont l'intention d'avoir leur vélo à eux, sur mesure, etc. Et c'est-à-dire qu'ils veulent acheter leur vélo électrique, pour ceux qui ont les moyens. Et c'est pour ça qu'on a fait une proposition dans le programme, on a repris la proposition du programme de Pierrick, qui consistait à dire, eh bien, il y aura une aide à l'acquisition pour toutes les familles, une aide à l'acquisition de vélos électriques. Après, si on veut faire du vélo, il faut un réseau, et un réseau sérieux. Justement, la cohabitation entre les voitures et les vélos, comment on fait ? Parce que là aussi, on voit les plaintes de tout le monde, ça gêne tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre un mur entre la voiture et le vélo. Non, mais sérieusement, il faut faire quoi ? Parce que j'ai vu que les pistes provisoires, ça a été déjà tout le monde a crié au drame. Donc qu'est-ce qu'il faut Pour faire ? moi, ces pistes provisoires, elles ont été posées comme un véritable sabotage. Et pourtant, des associations spécialisées, dont même parfois des associations dont j'ai été le fondateur, ont participé à la réflexion. Alors je dirais, il y a plusieurs niveaux. D'abord, dans le centre-ville. Un centre-ville, ça se doit d'être une vraie zone 30, une zone piétonne, c'est-à-dire une zone qui est le grand centre-ville, le vrai centre-ville où il y a le plus de commerce qui soit plutôt piétonne. La place qui marche le mieux à Saint-Etienne, c'est la place des Ursules. Il n'y a pas une voiture, il y a pourtant beaucoup de transports en commun, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de piétons. La place d'Ursule, je veux dire, pardon, la place du peuple, excusez-moi. Ah bon, la place du peuple. Oui, je me trompais, pardon. Je me disais, il est déjà dans les Albil Toki. Mais je vais en parler si vous voulez après. Il y avait donc on voit ce qui marche autour une zone 30, c'est-à-dire un endroit où les vélos, les piétons et puis les voitures puissent rouler en se respectant les uns les autres, sans s'écraser les uns les autres. Et puis il y a des endroits où il y a plus de place pour les voitures. Pourquoi je dis que certaines pistes ont été mal aménagées ? La piste de la rue des Alliés, par exemple. Elle a été pensée par des cyclistes qui se sont dit on peut faire cette piste, mais avec les bornes qui avaient été posées, par exemple les camions ne pouvaient pas passer. Les cyclistes eux-mêmes trouvaient que c'était presque risqué. Alors les bornes permettaient aux voitures d'avoir un peu peur et de ralentir, du coup, et les cyclistes roulaient au milieu des voitures.
Donc il y avait un truc qui marchait pas, ça a été revu, mais par contre ce qu'il aurait fallu, c'est pas tout enlever, c'est vraiment marquer la piste définitivement. Simplement la marquer au sol, c'était déjà gagné. Un autre exemple, c'est le contournement, tout le monde nous en a parlé, l'ex-contournement du centre, là, ce boulevard qui passe notamment devant le musée de la mine, qui passe à Montaut, qui a différents noms. Vers la maison de l'emploi. La maison de l'emploi, par exemple. Là, on était avec une piste qui était un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Donc le cycliste, il devait traverser... Vous ne parlez pas de politique, là. Et je ne parle pas de politique. Mais c'était une action de la droite faite de façon à saboter le vélo. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, le cycliste, il se retrouvait insécurisé d'une manière énorme parce qu'il devait couper devant les voitures. Et même la voiture qui n'avait pas envie, l'automobiliste qui n'a pas envie d'écraser un cycliste tous les jours, il se disait, mais qu'est-ce que je fais? Je passe pas. Donc, ça n'a pas marché. Après, je voudrais dire deux choses sur cette partie. La première chose, c'est le gouvernement a donné une aide pour réparer les vélos. Cette aide de 50 € par vélo, par personne plutôt dans la famille, elle est dans tous les marchands de vélos. C'est-à-dire, on va chez le marchand de vélo, on dit voilà, je fais réparer mon vélo. Lui, il va toucher 50 € de l'État. On fait une déclaration. Le problème, c'est qu'il y a 45 jours d'attente à Saint-Étienne dans les magasins de vélo. Donc, si on démonte les pistes cyclables au bout de 15 jours, il y a tous ceux qui sont dans les 30 jours, qui n'ont pas encore eu leur vélo réparé, ils peuvent pas l'utiliser. Ils sont dans un... Enfin, c'est une aberration complète et puis attendre 15 jours. Sans avoir fait de vraies mesures. Alors on dit, oui, mais à tel endroit, il y avait tant de vélos, etc. Bon, faut bien se dire un truc. Quand on est dans une voiture, c'est 2 fois plus gros qu'un vélo. Voire 4 fois si on compte pas uniquement la longueur. Quand on est dans un bouchon, 3 voitures, ça représente 6 vélos. C'est-à-dire que s'il y a 6 vélos sur la piste cyclable, vous allez voir 3 voitures. Donc, les voitures vont très vite bouchonner, alors que les vélos ne vont pas bouchonner. Eux, ils vont passer. Donc, on est au volant de notre voiture. J'aurais plutôt été là au guidon de mon vélo, mais celui qui est au volant de sa voiture, il va regarder, il va dire, mais il n'y a personne sur cette piste cyclable. Oui, parce que les vélos, ils sont déjà passés. Alors que lui, en voiture, il met un temps de démarrage au rouge qui est plus important. J'ai compris. Très bien, on a fait les transports. On passe à la santé. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la santé des Stéphanois? Alors, j'ai envie de vous dire en vous provoquant, mais c'est pas de votre ressort. On supprime encore des lits dans les hôpitaux. Alors, c'est pas de notre ressort. Alors, comment dire? Le maire d'une commune, il est président du conseil consultatif de conseil de surveillance de l'hôpital. Donc, on a tendance à dire, le maire, il peut rien. Quand on est président d'une intercommunalité, maire d'une ville, quand on est président d'une intercommunauté de 400 000 habitants, on a quand même le droit d'aller voir le ministre de la Santé. On a quand même le droit, alors quand on s'appelle Gaël Perdriau, qu'on est un grand ami de Bruno Le Maire, ministre des Finances, il faut peut-être parfois qu'au lieu de traiter le président de tous les noms, eh bien qu'il aille le voir et qu'il aille voir son ami, dont il espère tous les jours qu'il devienne Premier ministre pour être lui-même peut-être ministre, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il aille voir le gouvernement qui se batte pour sa ville. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah mais moi je peux rien, je suis le comité de surveillance, je peux rien faire. Non mais... Alors, à quoi ça sert d'avoir été élu maire d'une commune comme Saint-Étienne? Il y a un moment où il faut se battre pour sa ville et pour son intercommunalité. Et là, ce qui s'est passé, et alors en plus, la pure provocation, mais comment certains ont pu penser faire ce qu'ils ont fait? En plein coronavirus, ils ont négocié la continuation de la suppression de lits. Mais c'est insultant au possible quand on réfléchit. Donc, il y a des gens qui ont travaillé comme des fous, des 12 heures par jour, qui sont occupés de gens qui étaient malades, qui allaient dans des services qui étaient très infectés au coronavirus, qui donc prenaient des risques. Ils allaient dans ces services et à la fin on leur dit on va vous donner une médaille. Et je vous signale qu'en France, quand on a une médaille, c'est nous qui devons la payer. Hein. C'est généralement pour se on a l'accrocher. des médailles quand on est mort. Et en plus on a quasiment des médailles quand on est mort. Donc c'était et au même moment ils annoncent que ils ont sauvé vaguement tel service, mais en échange on supprime des lits. Non mais c'est une insulte. Et on a dit à ces gens, ils sont descendus là dans la cour de l'hôpital, mais qu'est-ce que c'est? Ils n'avaient pas leur masque et tout. D'abord, ils avaient leur masque. Mais comment on peut pas comprendre leur indignation? Ils se sont battus pour notre santé, ils se sont battus pour nous. Et on leur dit, vous arrêtez tout. Non, mais mais je comprends pas que certains grands profs de médecine n'aient pas compris ce qui était en train de se passer. Et je crois que là, ce qui se passe, c'est de dire, on arrête ce système. Moi, par exemple, ce qui est en réflexion autour du plan cancer,
de Gaël Perdriau, c'est l'intégration de l'Institut de cancérologie de la Loire dans l'hôpital. C'est-à-dire, c'est une réduction encore du service. Ce qu'on doit, c'est redéployer les services de santé. Et on doit dire non au gouvernement quand il parle de supprimer des postes, de fermer des lits. Et Saint-Étienne doit rester une grande ville avec un grand hôpital qui soit universitaire. Et ça passe notamment absolument pas par la fusion des universités. Nous devons conserver notre hôpital, nous devons conserver notre université, nous devons concerner les dizaines d'entreprises qui aujourd'hui travaillent autour de la santé à Saint-Étienne. C'est le tissu vital de Saint-Étienne. Alors, en plus, dans les mesures du projet Pierrick Courbon qui rejoint... Alors nous, on était très partisans au temps de l'écologie de créer des maisons de santé, des lieux où on regroupe une pharmacie, un médecin, un kiné, et on aide les gens à s'installer ensemble. La liste de Pierrick Courbon, elle est encore plus loin en créant véritablement des centres municipaux de santé, c'est-à-dire trouver 2 ou 3 médecins, les salariés, et avoir un accès pour tous à la santé. Eh bien, c'est très simple de fusionner nos 2 projets. À des endroits, on fera des maisons de santé en les ouvrant aux médecins, et médecins libéraux, j'entends, et à d'autres endroits, on fera des centres municipaux de santé. Ça me rappelle que quand j'étais un peu plus jeune, à Terre-Noire, du temps du maire Joseph Sangdolf, ils avaient ouvert une maison magnifique à Terre-Noire où tout le monde pouvait aller se faire soigner quasiment gratuitement. Et M. Dubanchel a fait fermer. Oui. Et il y a eu tout Donc ça remonte pas aujourd'hui, tous ces images, les services publics qui devaient être rentables ou pas, quoi. Et je pense qu'on a à peu près le même âge. Moi, je me souviens d'une époque où on était beaucoup mieux suivis enfants dans les écoles. On faisait beaucoup plus attention à notre vaccination. Alors aujourd'hui, on se réveille, on dit mais les enfants, ils sont pas vaccinés contre la rougeole. Et puis il y a ce problème de coronavirus qu'on n'a pas vu venir, etc. Mais toutes ces mesures de santé, de précaution, de prévention, on les avait autrefois. Et le pire, c'est que quand on le fait en prévention, ça coûte beaucoup moins cher que bien sûr. Soigner en catastrophe des milliers de gens. On a supprimé, c'est terrible, on avait tous... Comme quoi les anciens étaient dans le bon. Ouais, on avait tous une hantise de l'hygiaphone, cette espèce de truc en plastique dans lequel on se parlait, on se disait mais c'est pas agréable et tout. Subitement, on vient de se rendre compte à quoi ça servait. On se comprenait pas surtout. On se comprenait pas parfois, d'ailleurs il y a des sketchs très célèbres. C'est un peu le même souci aujourd'hui que le masque, on se comprend c'est plus ça, souvent. D'ailleurs. Bien, on va venir maintenant un peu à la culture. Quel est le programme culturel aussi? Vous avez trouvé des accords, comment on établit un plan de culture? Parce que Saint-Étienne, on a besoin de beaucoup de culture et on a besoin aussi j'ai envie de vous dire, de vivre ensemble. Donc, comment on met tout ça en mouvement? Alors, on a d'abord dire quand même que Saint-Étienne, je crois que c'est important, est une ville de culture quand même. On est une ville qui a une tradition, par exemple, d'opéra et qui a un opéra, alors peut-être coûteux. On a une comédie, on a le musée d'art moderne qui est la 2e collection de France d'ailleurs, derrière Beaubourg. On a le musée d'art industrie, on a beaucoup de patrimoine industriel qu'on peut mettre en valeur. Donc globalement, on a une ville riche de créateurs. On a des petites troupes, on a des petits théâtres. Voilà. Globalement, nous on dit s'appuyer sur le réseau culturel local et développer les lieux de proximité pour faire de la culture. On parlait d'autrefois, mais autrefois, toutes les amicales laïques avaient un théâtre entretenu qui pouvait servir de cinéma, qui pouvait servir à la fête de l'école, qui pouvait servir à des pièces de théâtre locales. Ces théâtres sont malheureusement sous-entretenus. Il faut peut-être pas tous les refaire, mais on peut en refaire quelques-uns, les prêter à des compagnies locales, amateurs ou professionnels. On peut développer. On a à Saint-Étienne aussi beaucoup à faire autour des arts, des arts, j'allais dire plastiques. On a beaucoup de sculptures qui seraient à entretenir. On doit faire travailler nos créateurs locaux. Tout le monde est tout fier de montrer, par exemple, les dessins de Ella et Pitre, certains graffeurs comme Top Ten ou d'autres. Eh bien, mettons-les en valeur. Permettons-leur de s'exprimer dans Saint-Étienne. On est une ville de design. Faisons travailler des designers. L'opération qui avait été lancée par Maurice Vincent, banc d'essai, qui fait tester des bancs, est une grosse réussite. Il faut continuer la biennale. Comme par hasard, pour l'instant, on n'entend pas trop parler de la Cité du Design. On se demande ce que Gaël Perdriau lui prépare. Bien, alors j'ai pas de réponse. Et quand même, on a une très grosse inquiétude, c'est la rentrée, c'est-à-dire toutes ces compagnies qui n'ont pas pu jouer, qui n'ont pas pu se produire, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, il faudra sans doute un train d'aide spéciale pour sauver un certain nombre de petits théâtres de Saint-Étienne. Et là, on sera dans l'aide nationale ou alors la ville pourra...
Parce que la ville- Saint-Étienne et Saint-Étienne La ville ne Métropole, pourra pas aider tout le monde. la ville pourra aider quand même, parce qu'on a quand même des budgets qui peuvent permettre d'aider. Il y a Saint-Étienne Métropole, et puis on espère bien que l'État donnera sa part. Est-ce que vous avez des solutions, vous, pour, des solutions pour que tous ces artistes puissent à nouveau manger, j'ai envie de dire, même si c'est pas très culturel, mais à nouveau manger et travailler? Parce qu'on voit que les choses vont changer forcément avec ce virus et tant qu'on n'a pas de vraies solutions. Parce que c'est bien beau de mettre un plexiglas, mais... Moi, je pense qu'on va quand même réouvrir progressivement tous les théâtres, alors peut-être avec une place sur 2, donc des manques à gagner. Donc c'est là où la force publique devra jouer son rôle pour aider. C'est par exemple peut-être payer une place sur 2 dans tous les théâtres. Alors nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'on fasse des assises de la culture. On a dit bon, on est élu le 28 juin, le 29 juin, il faut se mettre au travail et juillet est plutôt consacré aux mesures de sauvetage. Et il faut utiliser le dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire l'automne, à faire des assises de la culture, à faire le point sur ce qui marche pas, et voir comment on peut sauver des choses. On sait qu'il y en a il y a par exemple des petits théâtres amateurs ou des bars dans lesquels se produisaient des groupes de musique qui ont quand même qui ont réussi à passer la période et qui normalement devraient s'en sortir. Et puis on sait qu'il y en a d'autres qui sont plus en difficulté. Donc il faut refaire le point tous ensemble autour d'une table et reconstruire une politique culturelle. D'autant plus s'il y a une deuxième vague au mois de septembre, on est mal. Hein. Septembre, octobre ou novembre. Alors la petite différence qu'on aura, c'est qu'on n'aura pas une secrétaire d'État qui viendra nous dire qu'il n'y a pas besoin des masques. Là, tout le monde sait qu'il y aura besoin de masques. Il n'y aura pas un maire qui viendra nous dire vous aurez les masques et qui nous les enverra 3 mois après. Les masques, on les aura. C'est déjà ça. On aura tiré une leçon de cette première expérience douloureuse. Dans les magasins, on aura les plexiglas, on aura des mesures de distanciation, on aura quand même du gel hydroalcoolique à peu près partout. Par contre, peut-être qu'on va réinventer le commerce. Peut-être qu'on va aller moins... Autrefois, on est dans un commerce, on n'essayait pas tous les vêtements. C'était le patron qui nous montrait, ça sera peut-être un peu pareil. Voilà. En parlant de se réinventer, comment on fait pour redynamiser le commerce de centre-ville et lutter un peu contre toutes ces grandes surfaces qui naissent? Parce que je vois encore à Saint-Étienne, je suis passé récemment dans une rue, avenue de Rochetaillé, je vois qu'il y a encore une grande surface qui va ouvrir. Je ne comprends plus là non plus. Et d'ailleurs, c'est très spectaculaire parce que c'est à avenue de Rochetaillé. On dirait que vous le faites exprès en posant vos questions, mais Non, mais je suis passé le jour et je le filme, ils sont fous. On est à 200 mètres, non allez, 300 mètres, 400 mètres, je sais pas, de Centre 2, avec un Auchan qui est gigantesque. Et on va citer la marque, un Lidl, je crois, ou un Aldi à côté. Il y a un Lidl et il y a un Intermarché. Oui, dans la rue Nicolas Chaise. Également. Il va y avoir 3 grandes surfaces les unes à côté des autres. J'imagine qu'ils font des études avant de venir. Donc... alors parfois ils disent c'est la complémentarité. Il y en a qui vient acheter son Nutella là parce que c'est moins cher, l'autre qui vient acheter shit des noms, mais bon son chocolat Lindt dans l'autre et son chocolat. Allons. Voilà, et son West. Ah non, mais West c'est pas vraiment sur West. Mais enfin bon voilà, ils ont l'impression qu'on fait de la complémentarité. Moi je crois surtout qu'on met en danger tous les petits commerces. Il faut savoir que quand il y a un emploi qui se crée en grande surface, c'est 3 emplois en petit commerce qui sautent. Donc voilà ce qu'on fait. Hein. Alors on comprend très bien que des gens n'avaient pas les moyens, puissent pas et aillent dans les grandes surfaces. Mais à Saint-Étienne, on a une surface, des mètres carrés de grande surface par habitant qui franchissent tous les records. Nous, on dit il faut un moratoire sur ces grandes surfaces. Style s'inaugurera. On n'y peut rien. Maintenant, c'est un promoteur privé qui a lancé les choses et qui le fera le 16 septembre. On a des inquiétudes même sur Centre 2. Qu'est-ce que va devenir Centre 2 ? On voit que CA s'en va, beaucoup de marques s'en vont. À l'occasion de ce coronavirus, des grandes marques ont annoncé fermer des magasins. Ça nous inquiète aussi. Bon, H&M va fermer son magasin de centre-ville. Qu'est-ce que va devenir la rue Gambetta ? Zara, ils disent que dans le monde ou en Europe, je sais plus, ils vont fermer 2000 magasins. Est-ce que Saint-Étienne va être concerné ? Enfin, on est ainsi de suite, quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour le futur de Saint-Étienne ? Nous disons il faut conforter le centre-ville, c'est-à-dire avoir un centre-ville agréable, donc plus de verdure, plus d'eau, plus de fraîcheur, plus de terrasses. Justement, faire confiance aux commerçants. On lance des grands travaux, on plante des arbres, on ressort le furan. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, parce que j'ai vu que vous vouliez adapter Saint-Étienne au dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, il y a des solutions qui sont très très simples, comme planter des arbres. Il y avait par exemple des arbres dans la grande rue à certains endroits que Gaël Perdru a coupés. Il y a des endroits où on peut découvrir le furan. C'est très facile de découvrir le furan, par exemple entre Val-Benoît et l'université. D'ailleurs, ça a été repris dans le projet avec Pierrick Courbon. On peut aussi, à certains endroits de la ville, montrer le furan. On peut faire des hublots qui nous permettent de voir le furan, donc voir l'eau, donc se rendre compte de la qualité de notre ville. Et puis,
On a un gros problème. Hier encore, on discutait avec des commerçants dans le cadre d'une table ronde qu'on a fait avec Pierrick sur le commerce à Saint-Étienne. Le problème, c'est que le mètre carré loué à Saint-Étienne, il est aussi cher qu'à Grenoble, qu'à Lyon ou qu'à Paris. Est-ce qu'il est logique qu'à Saint-Étienne, on paye si cher que ça ? Le petit vendeur de livres d'occasion qui s'était installé rue Léon-Notin, il m'avait dit 1 000 € par mois, il payait de location. Mais on se dit, mais comment, à 1 000 € par mois, il peut s'en sortir ? Combien de livres il faut qu'il vende, surtout qu'il vend des livres d'occasion qui valent finalement pas grand-chose. Eh bien, la seule solution, c'est offrir les murs. Alors, soit il y a des commerces qui ont pris les devants, et hier, on avait des commerçants qui nous expliquaient qu'ils avaient acheté leurs murs, et qu'en 5-6 ans, ils avaient certes payé le loyer qu'ils auraient dû payer, mais qu'au bout de 5-6 ans, ils étaient débarrassés, ils étaient chez eux, et ils avaient plus ces loyers énormes à payer. Et puis, la solution, c'est d'avoir un organisme public qui viennent acheter les murs et les louer à des prix défiant toute concurrence aux commerçants. Et on ramènera des commerces. Quand on parle de développer le centre-ville, la rue Gambetta, tout le monde a peur d'y tomber. C'est une rue qui est très très glissante. Alors il y a un vague passage qui a été grenaillé où on ne glisse plus. Mais grenaillons la totalité des trottoirs, rendons cette rue sécurisée. Quand plus personne n'aura peur d'y glisser, vous verrez qu'il y aura des gens qui retourneront y faire leurs courses. C'est un aménagement global, un centre-ville. C'est de l'animation. C'est faire de l'animation dans un centre-ville comme on fait dans un centre commercial. Si on vous dit que la ville va proposer des locaux pour le commerce à des prix défiant toute concurrence ou gratuits, c'est pas un peu un problème de concurrence par rapport à ceux qui payent plein pot ? Mais c'est leur faire sortir de cette concurrence pour faire baisser les prix. Qu'est-ce qu'on a fait avec avec l'industrie, avec parfois d'ailleurs des quelques maladresses, mais du temps de la première mairie, si je me trompe pas, du Banchet, ils ont racheté des dizaines de mètres carrés d'usines pour y reloger d'autres usines, d'autres entreprises. Eh bien, faisons la même chose. Le pôle productif, c'est quoi ? C'est des lieux qu'on loue. C'est des lieux construits par la collectivité qui loue après ensuite à des entreprises, à des prix défiant toute concurrence. Faisons la même chose pour le commerce. Est-ce qu'on peut aussi penser de temps en temps à autre chose que du commerce, et de l'économie et du profit ? Est-ce que dans tous ces magasins désertés, est-ce qu'on peut pas mettre aussi de la culture ? On peut mettre de la culture, des associations. Il y a un très bon exemple qu'on cite sans arrêt. Alors, c'est la SCI Cré de Liens. Au pied du Cré de Roc, des gens se sont regroupés. Alors moi, j'ai acheté une petite action, mais j'ai été un peu feignant, j'ai pas fait grand chose, mais il y a des gens du quartier qui ont tous mis une action, acheté un tel fonds de commerce, refait le fonds de commerce. C'est là où j'étais un peu feignant, parce que moi j'ai pas été leur donner le coup de main pour refaire, mais eux ils ont redonné le coup de peinture, remis l'électricité aux normes, remis une vitrine potable et reloué. Ils ont loué à des créateurs, à des associations, à des commerces. On voit maintenant, notamment près de la place de la Tâche aux Bœufs, la rue du développement durable. À côté, ils ont fait un parking avec aussi vélo, un parking à vélo avec aussi vélo au pied des marches, au pied des marches. D'ailleurs, ça s'appelle au pied des marches. Il y a quelques surfaces dans lesquelles on a des associations. Il y avait notamment à un moment une association une école de parents. Il y a des créateurs. Il y a le magasin Vrac en Verre qui est venu s'installer, ainsi de suite. Et ça, c'est des associations. Enfin, la forme est forcément SCI parce que c'est imposé mais c'est quasiment une association, quoi. C'est sans but lucratif. Vous avez parlé de Centre 2. En tant qu'élu, est-ce qu'on a un pouvoir aussi je pense au centre commercial où il y avait la FNAC, Galerie Lorient, qui est devenue, rien pour l'instant. On va le dire, du grand n'importe quoi. Ouais. D'après ce que j'ai entendu, le promoteur, il a amorti, donc il s'en fout un petit peu. Comment on fait là aussi pour bouger les choses ? Parce qu'on y va tout droit, Centre 2. Ça fait 2 ans qu'on me dit que on va tout refaire, qu'il y a des marques qui vont arriver. Comme c'est parti, personne ne va arriver, quoi. Alors, ils vont plutôt partir hostile. Il y a plusieurs questions dans ce que vous voulez dire. Oui, mais on va essayer de répondre à tout. Je dirais que d'abord mondialement, ce qu'on appelle les malls, parce que ça vient ça s'écrit maille, mais bon, c'est ces grands centres commerciaux commencent à se casser la figure. C'est un peu vulgaire ce que je dis, mais on voit aux États-Unis des centres commerciaux de très grande taille qui sont fermés et vides. En Angleterre aussi. En France, on n'en voit pas encore trop, mais il y en a. On voit des réminiscences du passé. Par exemple, je pense aux Galeries Brossard qui à Saint-Étienne sont fermées depuis longtemps, qui ont servi à un moment ou autre chose, mais qui sont vides. On a ce type de galeries qui ont disparu. On a alors moi j'ai des inquiétudes pour qu'on arrive à tout faire redémarrer. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Centre 2,
le centre de la Fnac, les Galeries d'Orient appartiennent à la société qui gère la Tour Eiffel, si je me trompe pas, et Centre 2 appartient à Klépierre, qui est un très grand groupe de location commerciale. Les deux, on a l'impression que ils ont la capacité de redémarrer s'ils trouvent une locomotive. Donc officiellement, aux Galeries d'Orient, le promoteur cherche toujours une locomotive. Soi-disant, à J'ai envie de Centre faire de 2... l'humour, mais il faut qu'il aille voir du côté de Château-Creux. Oui, alors. et on n'en a plus beaucoup, parce que les a, malheureusement, les ateliers sont partis à Lyon. Mais on a autrement, Centre 2, il y a soi-disant Primark qui arriverait. Primark veut aussi négocier une modernisation globale de l'aménagement, donc ça pose un certain nombre de questions, on verra ce qui se passe. Normalement, ce sont deux centres commerciaux qui appartiennent à des groupes qui ont les reins solides et qui normalement devraient redémarrer un jour ou l'autre. La ville, par contre, peut Donc, aider. Quel pouvoir en se posant de la ville, Par exemple, quand Centre 2, ils demandent à refaire leur esthétique, la ville, elle signe le permis de construire, elle voit en termes d'urbanisme. Je donne un exemple tout simple, pour bien qu'on comprenne. Centre 2, ça a été fait comme la Part-Dieu, comme il y a un centre commercial qui a un peu le même nom, Central, ou je sais pas quoi, au cœur de Grenoble. C'était une coquille dont on ne voyait pas les entrées, on ne voyait pas ce qu'il y avait. On estimait dans les années 70-80 que pour les gens, pour les consommateurs rentrent dedans, il fallait qu'ils aient la surprise, qu'ils aillent voir ce qu'il y a dedans, qu'ils aillent découvrir. Donc on faisait des choses très fermées. Aujourd'hui, on fait des choses très ouvertes. Aujourd'hui, il faut de la transparence. C'est comme ça, c'est le design commercial. M'expliquez pas pourquoi ça marche. Je sais que ça marche comme ça. La Part-Dieu, ils cassent tout. Ils cassent toutes leurs vitrines et toutes leurs façades fermées pour faire des façades avec des vitres. Eh bien, il faut peut-être autoriser Centre 2 à faire les mêmes choses. Et quand tel ou tel vient dire il ne faut pas toucher à la forme de Centre 2 parce que c'est du patrimoine des années 80, etc., là, il faut peut-être dire non. Il faut qu'on refasse ce centre et il faut qu'on ait un centre commercial attrayant. Après, il faut se poser des questions. Si on avait le transport gratuit sur le tram, on retrouverait peut-être ce qui était au début. Au début, on voyait des gens de la Haute-Loire arriver à Centre 2, laisser leur voiture parce qu'il y avait 2h30 de parking gratuit. Ils faisaient un peu de course à Centre 2, ils prenaient le tram, ils allaient en ville et ils remontaient et ils avaient fait des courses à la fois en centre-ville, à la fois à Centre 2. Peut-être s'il y a la gratuité du transport, on aura des gens qui se gareront là, qui descendront et qui feront des courses dans les deux. Vous basculez sur un autre problème, qui sera d'ailleurs le dernier. Ces gens-là venaient à une époque où ils avaient l'impression que Saint-Étienne, c'était le bon vivre. Maintenant, quand vous parlez avec les gens, pourquoi ils ne viennent pas à Saint-Étienne, l'insécurité, qu'est-ce qu'on fait? La sécurité pour nous, alors d'abord quand même, parce que c'est bien beau de poser la question, il faut constater que certains, dont le maire de Saint-Étienne est arrivé en jouant les gros bras, ils avaient dit moi je vais recruter des policiers, moi ça va changer Saint-Étienne, etc. Le résultat on le voit, il est devant nous. Il n'y aura plus de pain caché. Ah oui, il avait. Alors ça, il y avait un lieu d'accueil qui était dans le centre-ville, donc il a viré le lieu d'accueil un peu plus loin. Et du coup, ils sont un peu plus loin. Rien n'a été changé. Non, soyons sérieux. Si on veut que l'insécurité diminue à Saint-Étienne et qu'on ait une vraie politique de sécurité, il faut faire de la prévention. La prévention, ça passe par des structures d'éducation populaire. C'est travailler avec les associations sans relâche dans les quartiers, travailler avec les enseignants, travailler avec tous ceux qui vivent et qui font vivre nos quartiers périphériques comme nos quartiers du centre-ville. Et puis, il faut répartir différemment la police municipale, avoir un petit peu de police présente un peu partout dans la ville, avoir un petit commissariat sur telle ou telle place, eh bien, ça rassure des commerçants, ça rassure des gens qui habitent dans le quartier. C'est un lieu où on peut aller rencontrer des policiers municipaux et discuter avec eux d'un tel ou tel problème qui apparaît dans le centre-ville. Après, si on veut aussi lutter, il faut avoir une vraie politique de démocratie participative. C'est-à-dire qu'il faut réellement savoir ce qui se passe dans les quartiers. Il ne faut pas arriver simplement une fois tous les 5 ans dans le quartier en disant « là, je fais une réunion parce que moi, j'ai décidé que j'allais faire un stade » ou peut-être des choses d'ailleurs très intéressantes, mais sans avoir pendant 5 ans rencontré les habitants de Saint-Étienne. Parce que ce qui s'est passé autour de la démocratie participative dans ce mandat, ça a été la négation de la démocratie participative. Tout s'est arrêté et les Stéphanois ont besoin qu'on rediscute et qu'on reconstruise la ville avec eux. Et ça, c'est fondamental. Et une dernière chose, les caméras de vidéosurveillance, il y en a beaucoup, beaucoup. Et on voit des choses qui se passent au pied des caméras de vidéosurveillance. Les événements qui ont eu lieu dans les rues piétonnes ces derniers jours, et plusieurs fois de suite, les voitures brûlées à Côte-Chaude, mais c'est sous les caméras de vidéosurveillance. Donc, alors on va vous dire, oui, mais alors dans un cas sur 10, ça permet l'élucidation. Bon, très bien, ça permet l'élucidation. Mais la présence humaine,
c'est beaucoup plus efficace. Et nous, ce qu'on veut, c'est de la présence humaine. La présence humaine, c'est encore une fois des budgets. On va aller chercher où ces budgets? Mais on a un certain nombre de policiers municipaux et puis on a quand même des budgets de fonctionnement. Après, ce sont des choix politiques à faire et nous les ferons. Et à partir de lundi. Oui, ça, c'est lundi le 29. Comment vous voyez Saint-Étienne dans le futur, pour terminer? Parce que ça sera, vous nous avez dit, c'est pas une ville qui est écologiste ou écologique. Oui. Comment vous la voyez dans le futur? Alors moi, est-ce que si vous êtes au pouvoir, vous allez la transformer de façon à ce que ça sera un axe 2050, 2100? Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir pour Saint-Étienne. Internationalement, quand on regarde les villes qui démarrent le plus et qui redémarrent le plus, ce sont des villes comme les nôtres. C'est-à-dire, ce sont des villes, et ça se voit aux États-Unis, ça se voit en Chine, ça se voit en Asie, ça se voit en Europe. Ce sont des villes qui ont souffert d'une déprise industrielle, mais qui du coup, alors certes sont pauvres, parce que nous avons 25% de gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, dans certains quartiers plus de 40%. Je pense à Beaubrun, Tarentaise par exemple. Mais ça fait que cette ville est peu chère. Cette ville, en plus, elle n'est pas trop grande ni trop petite. Trop petite, il n'y aurait pas assez d'activités, par exemple, culturelles. Trop grande, elle serait un peu inhumaine. Nous, on a la nature qui n'est pas très loin. Et on se rend compte qu'un certain nombre de personnes, de jeunes, j'allais dire de 35 à 45 ans, de 25 à 45 ans, choisissent des villes comme celle-ci pour se réinstaller. Qu'est-ce qu'ils adorent dans ces villes pour se réinstaller? Alors, il y a un plébiscite, et sur tous les continents, aux villes qui ont une grande rue. On est bien et je vous invite à lire la géographie urbaine d'aujourd'hui, parce que même moi, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mais alors donc, on a vraiment toutes nos chances grâce à cette grande rue. On a tous les atouts. Alors en plus, ce qu'il faut, par contre, c'est développer les transports en commun, développer des pistes cyclables, avoir un vrai centre piéton. Nous sommes la dernière ville de cette taille qui n'a pas un vrai centre piéton. Nous, on a encore des voitures qui le coupent en deux. Le samedi soir, on est en terrasse sur la plage Jean Jaurès. On a des voitures qui passent à 90 km/h à côté de nous. Il y a des cacous qui passent, c'est vrai. Oui, mais pourquoi cette rue n'est pas fermée le samedi soir? Et ça diminuerait les problèmes d'insécurité. C'est toute l'erreur de Gaël Perdriau qui est dans l'ancien monde. Il faut aussi construire des parkings aux abords pour que les gens puissent se garer avant d'entrer dans les villes. Et il y en a un certain nombre déjà de construits d'ailleurs. Et peut-être même d'ailleurs. aussi interdire les camions et trouver un système de livraison plus écologique. Oui, et c'est pour ça, par exemple, que nous avions sur notre liste des gens qui ont œuvré pour la création d'un centre de distribution urbain à Saint-Étienne. C'est-à-dire des gens qui sont venus développer un lieu où on livre en vélo, on livre différemment et ainsi de suite. Alors, je tiens à préciser, c'est une communication de droit citoyen que par rapport au temps de parole, nous avons invité à plusieurs fois Gaël Perdriau à répondre à notre appel pour participer à cette émission et que malheureusement, on n'a eu aucune réponse. J'avais peur que vous me disiez que j'avais été trop long. Non. Un geste de retrait. Je croyais que c'était ma feuille de paye, mais c'est juste pour préciser que par rapport à la loi, il faut que tout le monde parle, mais malheureusement, on n'a aucune réponse de... il a bien tort parce qu'on est bien accueillis et cette émission est très intéressante. Et l'eau est bonne en plus. Hein. Ah bon, très bien. Ça serait mieux si elle était dans le... Trêve de plaisanterie. Olivier Longeon, merci beaucoup. On a fait à peu près le tour j'allais dire même le tour de Saint-Étienne. Oui. Bon courage. J'espère qu'il y aura quelques votants dimanche. Parce que j'espère qu'il y en aura beaucoup. J'espère aussi parce que ça donnera un côté plus légitime au vote. Si vous êtes élu, mettez-vous au travail et puis bon courage. Et puis on reviendra vous voir parce qu'il faudra nous reposer les questions. Alors, on va être cash. On aura un petit problème de locaux dans le futur. On en reparlera. Je peux me permettre. Donc, Droit Citoyen cherche une bonne volonté, cherche un local pour pouvoir continuer. Et puis, si on a les moyens de pouvoir continuer, on sera de retour là en septembre. Sinon, on verra comment on s'adapte. Disons qu'il y a quand même un certain nombre de radios. J'ai été bénévole dans une radio à Saint-Étienne. Il y a un certain nombre de radios qui sont logées par la ville. Parce que les radios ont une fonction de médias, d'information différentes. Eh bien, Droit Citoyen en fait partie. Le souci, c'est que Droit Citoyen n'est pas une radio. Je sais. C'est un média et la radio est une chose en plus. Donc, je sais pas. Après, il faut voir avec le responsable. Hein, il est mondialement connu. Bon, il a fait le tour du monde. Mais ça serait dommage qu'on puisse pas redémarrer en septembre à cause des locaux. Et vous avez parlé qu'il y avait beaucoup de locaux qui étaient vides. Donc, il y a peut-être un compromis à faire là aussi. Mais bon, moi, je suis pas décideur. Je suis juste le gars qui parle dans le micro. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Olivier Longeon. Le rendez-vous sur Droit Citoyen, justement, sur la web radio, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 19h15. On se sépare et on se retrouve ce soir avec le député Régis Joannico. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen.
Nous avons besoin de vous. Droit Citoyen est le média qui redonne la parole aux citoyens. Libre et citoyen. Droit Citoyen est avant tout un projet étudiant. Nos intervenants stagiaires et bénévoles sont des étudiants en journalisme, en droit et en communication. Soutenez Droit Citoyen à partir d'1 € par mois. Une aide ponctuelle ou mensuelle. C'est vous qui décidez. Donnez des ailes à Droit Citoyen. Rendez-vous dès maintenant sur www.jesoutiendroitcitoyen.fr. Financement participatif via Tipeee ou par don défiscalisé via helloasso.com. Mention obligatoire sur Je soutiens droit